On a fait un très bel épisode avec mon prochain invité, un épisode d'ailleurs basé sur la malconnaissance de la part des CGP des cryptos, ou en tout cas la peur que vous avez parfois d'en parler à vos clients, même si eux sont demandeurs de cette classe d'actifs qui est loin d'être maintenant exotique et nouvelle. Je suis avec Édouard Belliard, salut. Salut Karine. Meria, alors tu es venu il n'y a pas si longtemps en fait dans Passion Pâte. Tout à fait, ouais. On a eu déjà un petit entretien au mois de juin qui s'est très bien passé, qui était très intéressant. Et je te remercie parce que bien suivi et beaucoup de beaux retours sur le podcast. Bien suivi aussi parce que je crois que de plus en plus de CGP ont besoin et ont envie, ont cette appétence d'en savoir plus parce qu'ils ont de la demande et en fait ils ne sont pas assez formés. Alors attends, avant de rentrer dans le vif du sujet de la crypto, on va déjà parler de Meria. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse, l'histoire du groupe, toi rapidement aussi au sein du groupe, ouais. Et ensuite on parlera justement de cette approche qu'ont les CGP envers la crypto. Ça marche. Et alors écoute, Meria, pour en parler rapidement, on est un des principaux acteurs français de la crypto. On est en activité depuis maintenant plus de 7 ans. On s'appelait avant Just Mining, donc on était davantage sur les activités de minage. Et maintenant on s'est reconcentré justement sur davantage des activités de conseil et d'investissement pur à destination d'une clientèle retail, mais aussi institutionnelle et plus récemment, en tout cas depuis plus de 2 ans, pour les CGP. L'idée c'est de pouvoir accompagner tout le monde sur cette classe d'actifs, de pouvoir former, apporter des éléments de réponse. Tout ça c'est un projet qui est porté par Owen Simonin alias Asher sur les réseaux sociaux et qui est notre CEO et qui donc du coup est très très investi dans la vulgarisation et la démocratisation de la classe d'actifs. Et donc voilà, c'est le message qu'on porte depuis cette période-là. On a bien grossi depuis 7 ans. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 300 millions en délégation et en conservation. On est une 50aine de personnes chez Meria. Et moi, j'ai rejoint les équipes il y a maintenant plus de 2 ans, justement en tant que référent et responsable finance traditionnelle. Donc vraiment pour accompagner les CIF, CGP, Family Office, FinTech, banque privée, voilà, un spectre très large pour justement poursuivre l'adoption, apporter surtout l'information nécessaire parce qu'on sait que c'est une classe d'actifs qui est compliquée à comprendre, difficile à cerner et donc nous vraiment on a comme mot d'ordre de former les CGP et tout autre acteur de la finance traditionnelle pour qu'il lui ensuite derrière puisse expliquer ça à son client. Juste à retenir aussi, voilà, le CGP est aussi bien évidemment accompagné par nos services une fois qu'il décide d'être partenaire pour vraiment avoir une relation tripartite entre Meria, le client et le CGP. Alors attends, avant de rentrer dans comment vous fonctionnez, oui, moi ce que je veux savoir déjà c'est comment est-ce qu'est venue cette offre, comment elle a été accueillie par le marché et par les CGP, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence aussi? Alors, vous avez une plateforme, hein, en gros. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans l'offre? C'est ça, c'est vraiment une plateforme qui a été créée en 2017, qui était davantage peut-être au début destinée à des techs, en tout cas à ceux qui s'y intéressaient, qui voulaient accéder à des projets crypto qu'ils n'arrivaient pas à voir ailleurs, sur d'autres exchanges comme Binance et autres. Mais nous, notre proposition de valeur, c'est déjà qu'on a une plateforme où les actifs sont gérés par nos équipes et ils sont pas... on ne va pas se servir d'autres structures pour détenir les actifs, donc tout est géré par Meria, les informations clients et les cryptos des clients sont sécurisés par nos services. Donc ça c'est un point qui est relativement important puisque c'est une société française, 100% française, avec toute la technicité possible justement de l'écosystème crypto qui est mise à disposition de nos clients. Et donc ça c'est un point assez important parce que je pense qu'on est au même niveau aujourd'hui que des gros exchanges, sauf qu'on ne va pas proposer autant de produits, on va vraiment avoir une approche très ciblée sur des produits où on va appliquer une analyse fondamentale et de conviction sur chacun des projets qu'on va référencer. Donc c'est ça en fait qui est très apprécié de la part des CIF et des CGP. Entre autres, c'est qu'on a vraiment cette vision, on va proposer une gestion basée sur ces critères-là et non pas justement sur que de la volatilité, mais surtout sur des convictions et donc sur des projets dans lesquels on croit. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez constaté que parfois c'est les clients eux-mêmes qui bousculent les CGP parce qu'ils ont déjà des cryptos en fait. C'est ça, oui. C'est dingue. Oui, c'est assez fou. En fait, eux sont venus nous voir en nous disant en fait je m'y intéresse parce que j'avais envie, j'en ai entendu parler, mais j'ai aussi découvert que j'avais des clients qui en avaient et qui sont plus ou moins jeunes, hein, qui sont des CSP+, entre 35 et une 50aine d'années, et qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu perdus parce qu'ils ont décidé de se lancer seuls, souvent avec un support technique comme Ledger ou autre, enfin ils ont leur propre clé privée, mais voilà, tout est compliqué parce que pour faire un arbitrage
il faut avoir quand même certaines connaissances. Pareil pour acheter un actif, enfin, c'est compliqué d'interagir avec toute cette technicité. Et donc c'est vraiment la proposition de valeur de Meria, c'est de les accompagner là-dessus, d'être à la fois custodian et à la fois d'avoir le support technique. Et donc oui, ils sont venus naturellement à nous en nous disant comment est-ce que je peux pousser plus loin, en proposer davantage à mes autres clients, montrer qu'avec mes clients actuels ça fonctionne et comment je fais pour aller plus loin avec les autres. Alors, est-ce que tu as vu ces 4-5 dernières années l'approche envers la crypto évoluer? Est-ce que tu vois que les CGP commencent vraiment à s'y mettre, même s'il y a un boulevard, hein, c'est quoi les questions les plus récurrentes? Alors il y a vraiment eu, pour répondre à la première question, les CGP ont commencé à venir il y a à peu près 2 ans. C'est là où ça a commencé à vraiment bouger, enfin on va dire au dernier pic de marché en 2021. Ensuite, avec la chute des marchés, le bear market qui s'est un peu installé, on a eu beaucoup moins d'intérêt, sauf par ceux qui avaient des convictions très fortes et qui voulaient justement bénéficier de ces points d'entrée très intéressants pour leurs clients. Et après, l'adoption, elle s'est faite de manière croissante depuis cette période-là. Donc depuis vraiment le début d'année, depuis 2022, on a une courbe de progression de l'adoption des CGP qui est croissante et qu'on entretient aussi parce que les CGP, il faut les approcher, mais il faut aussi les animer, donc il faut leur donner de l'information et un petit peu de grain à moudre pour leur montrer le pouvoir de diversification justement de la classe d'actifs et ce que ça peut leur apporter à eux. Et aujourd'hui, certains l'ont compris, soit ils ont compris qu'en fait il fallait aussi qu'ils se renouvellent pour attirer les générations futures, parce que dans le cas, notamment c'est ce qui arrive avec nos partenaires Family Office, ou alors même du côté des CGP qui se lancent. La crypto comme appel d'offres justement et pouvoir attirer des clients en leur disant moi j'en fais avec un partenaire de confiance, et là aussi c'est un bon point d'entrée pour eux. Alors ce que tu dis c'est primordial parce qu'il y a beaucoup de CGP qui n'en font pas et au final les CGP qui commencent à s'y mettre ou qui en font et qui maîtrisent commencent à glaner énormément de clients. Et parce que en gros les investisseurs en fait, et ça je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, ils commencent à comprendre que la crypto est donc corrélée bien sûr aux annonces des banques, ou en tout cas, elle se comporte comme les marchés. Et en gros, en quelque sorte, ceux qui sont habitués à avoir toujours fonctionné sur des marchés, type trading ou actions, obligations, enfin en tout cas avoir cette approche un petit peu de la finance, commencent à se dire que c'est le game quoi en fait, ils y vont naturellement. Ouais. Ils y vont naturellement, alors même si ça ne nous arrange pas forcément qu'il y ait une corrélation avec les marchés financiers traditionnels, on se rend compte quand même que c'est un catalyseur. Non mais je te parle d'un point de vue comportemental, d'un point de vue on y va parce que de toute façon on sait très bien qu'il va y avoir des up and down et ça on l'a connu parce qu'on a été dans les produits structurés ou dans les tu vois, les actions, les obligations et donc on est habitué à avoir ces mouvements de flexibilité. Exactement. Alors après ça peut être aussi des mouvements qui... Alors ils pensent être au courant, après dans la réalité des faits ils se rendent compte que la volatilité elle peut être quand même importante. Après il y a plusieurs manières de... Beaucoup plus importante. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que c'est les cryptoactifs, on va dire que c'est un peu la dernière roue du carrosse, on va dire que comme c'est considéré comme l'investissement le plus risqué, forcément dans des moments de panique... Il y a un fort impact émotionnel. Il y a un fort impact émotionnel, en fait il faut vraiment suivre l'indice du VIX en fait. Si le moral des investisseurs est greedy ou alors s'il est au contraire complètement l'inverse, eh bien on va assister justement à un regain de prise sur les cryptos ou à l'inverse une liquidation totale. C'est ce qu'on a vu cet été, il y a eu un mouvement de panique et il y a eu une liquidation importante. Et là par contre depuis la rentrée de septembre, on a l'inverse avec la politique. Alors les politiques monétaires qui viennent de baisser déjà, assouplir de 50 points de base, peut-être encore une nouvelle annonce d'ici la fin de l'année. D'un coup tout de suite, alors en tout cas les principaux comme le Bitcoin tout de suite est remonté. On est autour des 63 un peu plus. Enfin je sais pas le cours aujourd'hui, mais en tout cas ça remonte pas mal. Et là d'un coup on voit la corrélation justement avec ces impacts macroéconomiques en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est un petit peu ce qui nous embête parce que si tu veux aujourd'hui les marchés crypto ont évolué beaucoup moins fortement que les marchés financiers traditionnels ces dernières années. Parce que le marché crypto lui a connu son bear market, donc a connu ses points bas en 2022 qu'on a retrouvé en 2023 suite justement aux différentes liquidations qu'il y a eu. Et donc les marchés financiers ont été préférés aux marchés crypto et donc c'est ça le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que
on devrait être décorrélé un petit peu de ces marchés-là parce qu'il y a des vraies opportunités sur le marché crypto qu'il n'y a plus forcément sur le Nasdaq par exemple aux États-Unis où il y a déjà eu des croissances folles avec Nvidia, avec OpenAI, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on veut interpeller et c'est pas parce que Bitcoin est déjà à un point relativement haut, 63 000 $, c'est pas rien et c'est ça qui fait peur au retail si tu veux. Aujourd'hui le retail se dit mais en fait c'est déjà trop tard. Et alors certes c'est déjà trop tard, mais Bitcoin est rentré dans une autre dimension, la dimension institutionnelle. Il y a beaucoup d'institutionnels qui rentrent et qui le mettent en portefeuille, donc forcément les cours augmentent. Mais derrière il y a énormément d'autres cryptos, énormément d'autres projets qui sont très solides. Et ça fait partie de c'est notre métier justement d'aller les sélectionner et de les proposer dans des mandats de diversification à nos clients et à nos partenaires pour qu'ils puissent s'exposer en toute sécurité et sérénité justement et aller chercher un petit peu de diversification sur ces actifs-là. Donc oui, le momentum est bon. Et la corrélation est là, mais elle finira par s'estomper, à disparaître au fur et à mesure que le marché va maturer finalement. Edouard, ce qui fait peur dans les cryptos, c'est clairement l'aspect réglementaire. Oui. On avance. De plus en plus, les cryptos commencent à se normaliser. Enfin, en tout cas, les pays et les États travaillent vraiment à cette espèce de normalisation, d'adoption, ne serait-ce que par les banques aussi maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer? Qu'est-ce qu'on peut dire des steps encore sur lesquels il faut avancer pour que ça aille encore plus vite? C'est quoi ton input là-dessus? Déjà, le bon point, c'est que on s'y intéresse. On s'y intéresse et il y a une vraie réglementation qui entre en vigueur là en Europe. C'est assez récent en fait. C'est assez récent. Même pas. C'est allé très vite. Ouais. Ça allait très vite. Salvador, Japon. Non mais tu vois. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Alors après, il y a des pays qui l'ont adopté d'une certaine manière, qui se sont dit, en fait, ça va être un très bon rempart contre l'inflation, notamment de nos monnaies. Beaucoup d'utilisateurs, en fait, la plupart des utilisateurs dans le monde viennent de pays émergents ou en voie de développement, parce qu'ils ont souvent des contraintes avec leur monnaie. Leur monnaie fiat et justement ils se servent de la crypto-monnaie pour contrer cette inflation. Comme une valeur refuge un peu. Exactement. Comme l'or. C'est ça qui est dingue. On parle de Bitcoin comme de l'or numérique et je pense qu'il commence de plus en plus à remplir cette fonction malgré le fait qu'il soit quand même encore plus volatile que de l'or qui connaît une progression phénoménale sur ces dernières années. Non mais il faut voir sur le long terme. Il faut voir sur le long terme effectivement et puis de toute façon ça ne change pas de la même manière, c'est pas corrélé aux mêmes choses et puis on n'a pas la même profondeur de marché encore, il n'y a pas les mêmes volumes. Après j'ai l'impression aussi que le fait que BlackRock notamment, ce fameux ETF lancé, c'est une sorte un peu de... Pas de Graal, mais en tout cas ça y est, on y est, on est dans la cour des grands, il y a quelque chose qui est statué, normalisé. Oui, bien sûr. Alors, on ne cite que BlackRock, mais il y a aussi Fidelity, Vanek, etc., qui sont quand même des mastodontes aussi du secteur. Donc, ça prouve bien qu'il y a un intérêt vraiment prononcé pour la classe d'actifs. Le PDG de BlackRock l'a dit aussi, il y croit à fond et justement, il veut poursuivre justement sur la lancée de l'ETF Bitcoin. Il y a eu l'ETF ETH aussi sur Ether qui a été mis en application là cet été. Il va y en avoir sûrement un prochain sur Solana. Donc l'adoption elle est en marche. On est en train de financiariser ces produits-là et donc pour les rendre accessibles notamment aux institutionnels. Mais nous, on pense que les investisseurs privés n'ont pas besoin d'attendre qu'ils puissent mettre ça dans leur assurance vie ou dans leur PEA, dans leur compte titre pour pouvoir en détenir. Aujourd'hui, il y a des solutions très sécurisées, des wallets alors forcément ça sort un peu du patrimoine classique entre guillemets, mais il y a des manières très simples aujourd'hui d'en détenir avec des acteurs qui peuvent assurer la custody, la liquidité, etc. Donc oui, et encore une fois, le cadre réglementaire aujourd'hui européen est aussi strict avec nous qu'il ne l'est avec une société de gestion traditionnelle. Donc nous, on a dû adopter évidemment toutes ces bonnes pratiques. Ça nous a coûté beaucoup. Il a fallu investir beaucoup de fonds justement pour pouvoir se mettre en bon terme finalement avec le régulateur. Et c'est un dossier qui est en cours. Aujourd'hui, l'AMF et la CPR nous supervisent. Et je trouve que pour les investisseurs finaux, c'est une super nouvelle parce qu'ils peuvent justement y aller, alors pas les yeux fermés évidemment, mais ils peuvent aller sur le site de l'AMF pour voir quels sont les acteurs qui sont régulés et ceux justement qui vont l'être à l'avenir au niveau européen. Parce que pour l'instant, c'est juste un enregistrement français. Allez, on a 2-3 minutes pour terminer et surtout parler de l'actualité de Meria, je sais pas, le lancement, fin d'année, comment tu vois un peu la rentrée 2025? Écoute, nous, là pour l'instant, la rentrée scolaire, on va dire entre guillemets, est plutôt sous de beaux auspices, enfin, est plutôt bonne parce qu'on a eu quand même une hausse des marchés dont on parlait tout à l'heure. Les bonnes nouvelles viennent des États-Unis, on a encore les élections américaines qui vont peser pas mal dans la balance, même si que ce soit l'un ou l'autre des candidats
ils le ont l'air sujet d'être crypto est vraiment central aujourd'hui. Absolument. Donc c'est plutôt Enfin, il y en a aussi, un qui a reviré sa veste, mais en tout cas... il y en a un qui ira très vite, l'autre qui sera peut-être un peu plus mesuré dans ses, dans ses actions, mais dans tous les cas ça reste une bonne nouvelle pour l'écosystème parce que les choses vont bien avancer. Donc nous on estime que ça peut être bénéfique au marché crypto, surtout ce sera bénéfique à l'ensemble des marchés et donc à la reprise de risque et du goût du risque pour les investisseurs. Le fait qu'il y ait un cadre régulatoire en Europe va inciter aussi les professionnels à venir. Donc nous on est très contents parce que encore une fois la courbe de croissance elle est vraiment sur une pente ascendante et ça c'est vraiment très bien. Et on estime que cette fin d'année devrait être bonne pour les crypto-monnaies. On a encore des points d'entrée, des opportunités très intéressantes en termes de prix aujourd'hui. Ce sera peut-être moins le cas justement en fin d'année et en début d'année prochaine, mais on estime que potentiellement ça peut être une très bonne phase de cycle pour nous et que, en tout cas pour les cryptos, et qu'il est vraiment temps de s'y intéresser aujourd'hui. En tout cas, on a des structures qui sont aujourd'hui hyper équipées pour accompagner les professionnels. On a une adoption qui est grandissante. Aux États-Unis, on le voit, il y a eu des collectes aussi sur les ETF, Bitcoin et Ether. 1,5 milliard de collectes, meilleur départ des ETF pour les CGP américains. Et on sait, voilà, historiquement, ça commence aux États-Unis et puis ça finit par arriver en Europe avec l'adoption. Donc non, nous, on est très confiants. On a beaucoup construit, beaucoup recruté. Vraiment pour accompagner au mieux justement les professionnels de l'investissement et leurs clients. Bon voilà, vous savez, vous qui me demandez souvent comment est-ce que apprendre un petit peu plus les bases, le fonctionnement, les stratégies et conseiller vos clients en crypto, allez parler avec Edouard. Allez parler avec la société Merias. Merci Edouard d'avoir été avec moi et puis l'année prochaine dans Passion Patte un petit point annuel. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.